弾の腹に何も入らねえんだ。海賊王に俺はなる。そうか。Bonjour à tous, ici c'est le Nikiryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'équipage du prochain roi des pirates. Dans cette vidéo on parlera de ce qu'il va se passer après l'arc actuel. On parlera des formes de l'équipage, on parlera de la puissance des membres et on parlera de leurs combats finaux. On a donc pas mal de choses à voir parce que c'est hyper intéressant et hyper important. Ça fait 2 ans qu'on voit ensemble que l'auteur a fait cet arc pour que l'équipage ait le niveau d'un équipage Yonko. Il a suivi un plan minutieux pour en arriver là. Il a suivi une certaine cohérence et une certaine logique. Il a également suivi des schémas et dans son plan il y avait l'évolution progressive et constante de l'équipage. On est donc arrivé à la fin d'un arc où l'équipage de Luffy s'est très bien illustré. Maintenant il faut voir ce qu'il va se passer par la suite. Pour le soutien on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre le navire on peut s'abonner à la chaîne. Permettez-moi de vous parler d'un jeu qui est phénoménal. Harry Potter, Épreuve de sorcier. Épreuve de sorcier, c'est l'extension d'un jeu, Une année à Poudlard. Une année à Poudlard qui est un véritable classique. Dans le jeu, on joue sur la carte conçue par les maraudeurs. J.K. Rowling a créé Harry Potter qui est une œuvre magistrale. Une année à Poudlard et Épreuve de sorcier permettent de vivre une aventure dans le monde d'Harry Potter. Les meilleurs personnages sont dans le jeu. Les héros, les mange-morts, mais ce n'est pas tout. L'homme dont on ne doit pas dire le nom est de la partie. On nous propulse directement à Poudlard et ça c'est beau. On y retrouve l'ambiance des salles de classe et l'ambiance de Poudlard en général. Tout le monde connaît la coupe des 4 maisons. Et bien là, on doit gagner la coupe. Le jeu dispose de 3 modes de jeu. Sorcier de premier cycle, sorcier majeur et retour de Voldemort. À savoir qu'on peut jouer tout seul. Dans Épreuve de sorcier, il y a 8 épreuves individuelles ou collectives. Les 8 épreuves commencent à Poudlard. Les 4 maisons s'affrontent et on doit gagner la coupe. Soyez le meilleur et combattez d'autres élèves. Défense contre les forces du mal, divination, histoire de la magie, potion, arithmancie, sortilège et métamorphose. Épreuve de sorcier, c'est magnifique. Tout d'abord au niveau des commandants, parce que c'est important, on a bien sûr les ailes du roi des pirates, ça ne bouge pas. Zoro est le premier commandant et Sanji est le deuxième commandant. Les 2 ailes doivent avoir un niveau équivalent, c'est totalement normal. Quand un oiseau a une aile plus faible qu'une autre, c'est la catastrophe. Bah là c'est pareil. Bien sûr, Zoro peut être légèrement plus puissant mais c'est tout. Il n'est pas non plus bien meilleur. Maintenant en termes de 3e commandant, on a 2 candidats. Jinbei et Yamato. On a donc l'enfant du roi des bêtes et Jinbei l'homme poisson, le paladin des mers. On dit les termes parce qu'on est sur l'Oro Jackson. Yamato c'est bien plus illustré que Jinbei. Elle est bien meilleure, bien plus puissante. Elle est plus résistante, elle a un très bon fruit, un très bon acquis, bref, elle est incroyable. Donc, si elle intègre l'équipage, Yamato est le 3e commandant. D'ailleurs, on en revient dessus, oui, il y a 2 ans, il y avait débat par rapport à Jinbei et Sanji. Je vous avais dit qu'on se reverrait à la fin de l'arc pour que ce soit incontestable. Et c'est arrivé. Sanji est meilleur. Force est de constater que c'est le cas. Sanji est un patron. Mais alors maintenant, pour Jinbei, c'est pire parce qu'il y a Yamato. Yamato qui le surpasse. Yamato a vraiment montré un niveau de commandant. Mais alors, qu'en est-il de Jinbei? Eh bien, Jinbei peut être le 4e commandant du futur roi des pirates, donc l'équivalent de Snake. Le 4e commandant est un niveau intermédiaire, c'est un peu comme la majorité des grands corsaires. C'est-à-dire qu'on a des pirates plus puissants que des vice-amiraux et vice-commandants, mais qui sont moins puissants que des amiraux commandants. On prend un exemple simple, Doflamingo. Il surpasse les vice-commandants et vice-amiraux, mais il est factuellement inférieur à Crackers. C'est clair, net et précis, et de toute façon, on n'a pas besoin de ça. La logique de l'œuvre suffit pour que l'on sache qu'un amiral ou un commandant surpasse Doflamingo. Imaginez un instant que les grands corsaires soient égaux au commandant. Ça voudrait dire que sur Marineford, rien que Doflamingo, Hancock et Moria pouvaient gérer les 3 commandants de Newgate. Ça n'a aucun sens. Faut pas réfléchir plus de 2 secondes pour voir que ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'un seul niveau commandant amiral chez eux, c'est Mihawk. Il ne faut jamais négliger la cohérence et la logique d'une œuvre. Jamais. Faut toujours voir une œuvre dans sa globalité. Est-ce que c'est logique et cohérent qu'un homme comme Barbe Blanche vienne combattre un camp qui est bien supérieur au sien? Non. Barbe Blanche n'est pas fou. Il ne voulait pas sacrifier ses enfants. Donc Jinbei pourrait très bien avoir un statut de 4e commandant, ce qui est très bien. Un 4e commandant qui est à niveau intermédiaire.
Comme vous le savez très bien, l'auteur aime faire des parallèles. Luffy égale Roger, Zoro égale Rayleigh, Sanji égale Gaban. Yamato pourrait donc être Oden si elle intègre l'équipage de Luffy. Par contre, comme pour tout parallèle, ça a ses limites, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on n'aura pas exactement la même chose. C'est comme pour le parallèle Enies Lobby Onigashima. Sur Onigashima, on avait en plus Big Mom, il y avait du monde en face, bien plus de monde, plus d'alliés, etc. Donc pour Yamato, la question est, le parallèle sera-t-il poussé jusqu'à l'intégration? Eh bien pour moi, il y a de très fortes chances pour qu'effectivement, ce soit le cas. Avec elle, on aurait un très bon commandant qui a un niveau phénoménal. Je ne vois pas un monde où Jinbei pourrait prendre la place de Yamato. Vraiment. Yamato ferme donc la porte à Jinbei. Mais en soi, il n'y a rien de choquant. Je vous ai déjà prouvé qu'on atteint son max en puissance vers 39-40 ans. Après 40 ans, on peut toujours évoluer en s'entraînant, mais pas beaucoup. Jinbei a 46 ans. Yamato a 28 ans. Je pense que c'est clair. Maintenant pour Jinbei, il y a encore une menace qui s'appelle Usopp. Usopp est le fils de Yasop qui est un commandant Yonko, le commandant de Shanks. Il veut devenir un grand guerrier, donc il doit être le meilleur possible, le plus puissant possible. Peut-il devenir le 4e commandant? La réponse est oui. Il n'a que 19 ans, donc il peut encore bien évoluer. Il peut devenir le 4e commandant. Mais alors, est-ce que c'est grave si Jinbei n'est pas dans le top 4? Eh bien non. Au contraire, ça montre que l'équipage devient tout bonnement monstrueux. Si le paladin des mers, ex-grand corsaire, n'est pas top 4, ça montre le niveau global. Maintenant, on a toujours l'option d'un décès pour Jinbei, mais pour la vidéo, on ne s'attarde pas. Du coup, Usopp peut devenir le 4e commandant, mais pour l'instant, c'est Jinbei. Par contre, Yamato peut ne pas intégrer l'équipage, ce qui donne Jinbei 3 et Usopp 4, en attendant justement que Usopp devienne 3 et Jinbei 4. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de possibilités. Il y en a énormément. Voilà pourquoi il est très compliqué de tomber juste pour une théorie. Si c'était simple, ça saurait. Beaucoup auraient beaucoup de théories confirmées, ce qui n'est pas le cas. Ce qui favoriserait une montée pour Usopp, c'est le Haki des rois. Dans l'arc actuel, on a eu un gag qui dit qu'il a le Haki des rois. Mais avec Usopp, on connaît les bails. Les gags et mensonges deviennent réalité. Donc il peut très bien avoir le Haki des rois qu'il pourrait utiliser offensivement. Gardez ça en tête. Le Haki des rois, ce n'est pas juste ce qu'on a vu actuellement. Pas du tout. Au plus on avancera, au plus on verra sa véritable utilité. Sa véritable utilité et sa véritable puissance. Donc oui, il peut très bien avoir le Haki des rois, il peut très bien surpasser Jinbei. L'équipage du roi des pirates doit être l'équipage le plus puissant au monde. À chaque poste, on aura des pirates supérieurs en fonction du poste justement. Luffy aura les meilleurs commandants et les meilleurs vice-commandants. Comment prouveront-ils cela? Eh bien avec 3 choses. De nouvelles puissances, de nouvelles formes et de nouvelles victoires. Parlons maintenant des combats finaux de l'équipage des Mugiwara. Depuis que l'on sait qu'il existe, on sait que Xebec sera l'un ou le boss final de Luffy. Inutile de revenir dessus, je l'ai prouvé pas mal de fois. Mais alors, qu'en est-il des autres? Eh bien justement, ça devient intéressant. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce que l'auteur a introduit Ryuma? Ryuma est né à très longtemps. Il avait Shusui, il a découpé un dragon. Tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'il n'est revenu que pour le Shusui? Eh bien je ne pense pas. Je pense que Ryuma fait partie d'un plan, le plan de l'auteur. Xebec va revenir, on le sait, mais va-t-il revenir tout seul? La vraie question ce n'est pas est-ce qu'il va revenir, mais quand va-t-il revenir, et va-t-il revenir tout seul? Xebec contre Luffy, c'est comme Xebec contre Roger, un vrai combat en 1 contre 1. L'auteur est de la vieille école, c'est un partisan des vrais combats en 1 contre 1. Tu veux montrer qui est le patron, qui est le boss, qui est le plus puissant, une seule solution. Un combat en 1 contre 1. Comment Roger peut-il montrer qu'il est meilleur que Xebec? Une seule solution. Un combat en 1 contre 1. Garp était là pour combattre l'équipage de Xebec avec l'équipage de Roger. Nuance. Il n'était pas là contre Rox. Il était là contre les Rox. Nuance. Donc Luffy contre Xebec en 1 contre 1, mais il reste les autres. On a donc 2 options. L'équipage de Chich ou Xebec qui revient avec des monstres. Si Xebec revient, et on sait qu'il va revenir, il n'y a pas de raison pour qu'il soit seul. Par quel moyen, peu importe. L'auteur peut sortir tout et n'importe quoi. Si maintenant je donne un moyen, beaucoup diront non, c'est débile, n'importe quoi, blabla blabla blabla. Mais quand ce sera confirmé, ces mêmes personnes diront que c'est incroyable, que le moyen est incroyable. On a l'habitude, ne vous inquiétez pas. Concentrons-nous sur l'essentiel, les Mugiwara. Regardons Zoro. Il veut devenir le meilleur épéiste au monde, mais ce n'est pas tout. Il veut surpasser Œil de Faucon et être le plus puissant possible pour Luffy. Il doit atteindre un niveau que Mihawk n'a pas, le niveau de Yonko. Je n'invente rien, il est écrit noir sur blanc que seuls Kaido, Shanks et Big Mom ont le niveau de New Gate, donc le niveau Yonko. Comment Zoro peut-il l'atteindre? En battant Mihawk? Non. En battant quelqu'un de plus puissant? Oui. Il faut donc un mec de niveau empereur pour Zoro à la fin. Est-ce que c'est Shiryu? Possible, mais très compliqué. Imaginez un Shiryu niveau Yonko, c'est compliqué.
compliqué. Xebec pourrait donc revenir avec un monstre que Zoro devra battre. Là, j'en vois faire des gros yeux. Certains se disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Permettez-moi de vous poser une question. Aviez-vous été choqué quand Ryuma était intégré? Non. Donc voilà, indignation à géométrie variable. Durant l'arc Thriller Bark, l'auteur a intégré le fruit des ombres. Il a ramené Ryuma. Imaginez donc ce qu'on aura à la fin. Tout simplement. Il faut que Zoro combatte et batte un mec qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas un mec que l'on connaît et qu'il a entraîné. Il lui faut du nouveau. Ce n'est pas pour rien si l'auteur a intégré Ryuma. Il a préparé la suite sans que personne ne s'en rende compte. Sauf que moi maintenant je vous le dis, vous voilà prévenu. Dans les gros shonen Neketsu, les ennemis finaux sont généralement des mecs que l'on ne connaît pas. Je ne donne pas d'exemple pour le spoil, mais normalement, vous voyez. Du coup je vous le dis, l'ennemi final de Zoro sera un monstre qui est inconnu. Un mec qui est vraiment puissant. Peut-être qu'il sera meilleur que Myoka l'épée. Peut-être. En tout cas, en termes de niveau, c'est sûr. Les Mugi vont donc combattre des adversaires d'un niveau phénoménal. On parle clairement d'un niveau supérieur par rapport au poste. Quel intérêt pour les Mugiwara de battre un deuxième puis un troisième équipage Yonko? En réalité, aucun. Le but, c'est justement qu'ils deviennent les meilleurs et qu'ils le montrent. Dans One Piece, on montre qu'on est le meilleur via des combats. L'équipage de Barbe Noire pourrait être vaincu, mais ce ne sera pas tout. C'est seulement via des victoires post-équipage de Chichu que les Mugi prouveront qui ils sont. Pour atteindre le niveau de l'équipage du roi des pirates, c'est ce qu'il faut. L'équipage des Mugiwara pourra carrément être considéré comme l'équipage le plus puissant de tous les temps. Une nouvelle forme combative, ça veut dire une chose. Une nouvelle puissance. On le voit très bien via les différentes formes du capitaine. Tous les Mugi qui ont une forme autre que la forme de base auront une autre forme. Quand l'auteur dit que tel perso peut changer de forme, on aura du nouveau par la suite. L'avantage qu'ils ont, c'est la jeunesse, donc ils peuvent grandement évoluer. Avoir le niveau d'un équipage Yonko à cet âge, c'est exceptionnel. Il y a juste à voir les autres équipages Yonko, voir leurs âges. On a donc un niveau global qui est hallucinant et des niveaux individuels qui sont hallucinants. Un équipage de rois, de puissants acquis des rois, des formes de rois, la puissance divine à son paroxysme et la puissance démoniaque à son paroxysme. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.